Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui sont déjà sur le chat en train de raconter plein de bêtises et avoir une conversation échevelée. Bienvenue donc sur Lâcher Solo, troisième épisode, bienvenue. Je suis Frédéric Marsali, présentateur de l'émission, animateur. Je suis journaliste donc sur la rédaction d'Aérobus, site d'information aéronautique, et on va revenir ensemble sur quelques actus que j'ai sélectionnées pour développer un tout petit peu. J'ai dit bienvenue sur le Jump Site. Non, alors c'est bienvenue sur Lâcher Solo. Pardon, pardon. Merci, Monsieur Chauve-souris, d'avoir corrigé. Ce sont les fameux aléas du direct. Tout va bien. Bienvenue donc à ceux qui sont sur le chat. Je rappelle à ceux qui ne seraient pas forcément très à l'aise avec Twitch que vous avez, quand vous êtes inscrit, vous avez la possibilité de discuter avec l'animateur ou avec les autres spectateurs du stream sur le chat que j'ai devant moi sur mon écran et je vois que ça balance déjà des vannes. Euh, s- voilà, utilisez le chat, faites-nous remonter vos informations s'il se passe quelque chose, un problème de son, une question à poser sur ce qu'on raconte. Surtout, alors, faut surtout pas hésiter. C'est justement l'intérêt de l'exercice. Donc au menu ce soir, j'ai sélectionné 4 actus. Renault, à la recherche du nouveau Renault. Une petite actu sur le Concorde, une autre sur Cargolux, et on va parler bombardier d'eau une fois n'est pas coutume. Et puis on va parler après du Crusader. Ah, juste avant, je voudrais faire un petit retour sur ce qui s'est passé mardi. Mardi midi, on a eu une très bonne surprise. Vous étiez extrêmement nombreux à assister à l'émission de Jumpseat qui était consacrée au recrutement d'Air France et surtout au recrutement des cadets d'Air France. Euh, Vraiment très surprenant, très agréable. Pour vous raconter une petite histoire, euh, le, l'émission devait être organisée comme d'habitude avec ce qu'on appelle nous un warm-up, puis des actus, etc. Et vu le nombre de personnes qui étaient vraiment sur le live, on s'en a senti, enfin les gens qui étaient en plateau, on senti qu'il y avait une vraie attente pour le sujet principal. Et on s'est adapté tout de suite, ils se sont adaptés tout de suite et ils ont modifié le sommaire de l'émission, ils ont attaqué directement dans le vif du sujet. Et c'était une très très bonne idée. Vous avez été jusqu'à 140 en direct en même temps connectés sur notre chaîne. Pour vous donner une idée, on est passé devant France Info, on est passé devant le Twitch de France Info à plusieurs moments au cours de l'émission. Et ça, c'est très significatif. Donc, merci d'avoir été si nombreux. Vous avez donc découvert la chaîne Jumpseat avec cette émission pour la plupart. Revenez nous voir aussi pour les autres émissions parce qu'on parle d'aviation. Si vous voulez être pilote de ligne, vous vous intéressez aux avions, on va vous parler d'aviation. On ne parlera pas beaucoup d'avions de ligne aujourd'hui. Oh, quoique, on verra. Donc, bienvenue aux gens qui sont sur le chat. Je salue donc Franck May, Monsieur Chauve-souris. J'ai vu passer un certain Full Glider aussi. Ah bah oui, voilà. Oui, qui revient aussi sur l'émission de mardi. Il fallait faire ça, surtout que l'émission a quand même été largement aussi longue que d'habitude. Oui, si on inclut le chrono, je crois qu'elle a duré 2 heures, ouais, 2 heures et demie, hein, ils sont restés en live. Donc il y avait Thierry Dubois et Fabrice Morlon en plateau et l'émission était intéressante. Le replay est disponible sur la chaîne YouTube de Jumpseat Aérobuzz. Je vous invite à aller voir. C'est c'était une émission vraiment intéressante. On reparlera très vite de recrutement en compagnie, recrutement dans l'aéronautique en général, visiblement. Vous êtes nombreux à chercher des pistes, donc allez-y, on va en parler. Donc, merci d'avoir été aussi nombreux mardi. C'était le message que la rédaction voulait vous faire passer. Je vois que Wisebot nous a fait passer sur le chat. Vous avez un lien YouTube pour aller voir en direct les replays des différentes émissions. Jumpseat existe depuis depuis 1 an et demi, bien tassé maintenant. On a quand même abordé un grand nombre de sujets, donc il y a énormément de. Si vous avez une semaine, vous savez pas quoi faire, planqué à l'hôpital, vous avez Jumpseat à vous faire dans l'intégralité. Je pense que ça va vous prendre plus d'une semaine, voilà. Écoutez, voilà, ceci étant dit, on va passer un petit peu aux choses sérieuses. Euh, alors,
Le concept de l'émission, on vous l'a dit, c'est de revenir sur les actualités, d'Aérobuzz, écoulées, celles qui nous ont marquées. Mais le chef a dit, «Vous nous faites une émission, votre ton perso» et bah, je vais attaquer par un truc très personnel, enfin très personnel, vous allez voir. Il m'est arrivé un truc assez agréable cette semaine sur Twitter, enfin sur X, mais ça reste Twitter, faut pas déconner. Hem, je suis un compte que j'aime bien qui s'appelle, Escadron de chasse, qui est un site de com sur l'actualité des escadrons de l'armée de l'air. En général, c'est des belles photos, c'est des témoignages, et cetera. Et il y a eu une discussion qui a été lancée sur un sujet qui m'amuse toujours. Visiblement, le webmaster avait, trouvé une vidéo quelque part d'un témoignage de pilote de Crusader, donc de la marine, un peu hors sujet pour lui, mais bon, peu importe, qui s'était, chamaillé en plein vol avec, nos amis anglais il y a de très nombreuses années donc, avec des Tornado F3. Et moi, cette histoire de combat aérien entre les Tornado F3 et les Crusaders, ça a fait rejaillir chez moi un vieux souvenir. Parce qu'avant d'être connu comme, canadérophile notoire, j'étais assez connu aussi pour, être un crusadérophile, notoire et je le suis toujours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui sur le Crusader, vous comprenez bien que l'avion ayant été retiré du service il y a 23 ou 24 ans maintenant en France, il y a beaucoup moins d'actualité. Donc c'est un petit peu moins simple de faire vivre la passion de reparler de l'avion. Et donc, dans les années à la fin des années 90, bah, le Cruise, c'était l'avion emblématique. Enfin, en tout cas, moi, c'était un de ceux qui m'a le plus impressionné. Et dans mes archives, j'ai retrouvé une vidéo qui parlait justement de ces combats aériens entre les Tornados et les Crusaders. Je vous invite à aller les voir sur mon compte Twitter, donc Alfred. C'est un pilote de la 12F qui, dans les années 90, raconte un combat aérien contre les Tornado F3. Les Tornado F3, pour être schématique, et il explique dans la vidéo, le Tornado est un avion de combat air-sol, un bombardier tactique qui a été conçu par les Italiens, les Allemands et les Britanniques, qui est en fin de carrière actuellement, hein, on commence à en voir beaucoup moins, euh, qui a participé à la guerre du Golfe, qui est un biplace très impressionnant pour en avoir vu voler en meeting aérien. C'est un avion extrêmement bruyant, rapide, pas forcément très maniable. Et cet engin, qui est un camion à bombe finalement, dans les années 80, pour remplacer les fantômes qui partaient à la retraite, la RAF a demandé à ce qu'on en fasse une version de combat aérien d'interception. Donc bah, on a pris l'avion, ils ont mis des missiles Skyflash sous le ventre, et puis roule ma poule, ça fait un chasseur. Ouais, sauf qu'un chasseur, des fois, le radar, il capte pas la cible s'approche, et, et puis bah, ce qui se passe, c'est que des fois ça tourne mal. Voilà. Bon, ça arrivait au Tomcat, ça arrive à d'autres, hein, voilà. Mais ce fameux affrontement entre les pilotes de Crusader de la 12F et les pilotes des Tornado F3 de la Royal Air Force, la façon dont il est raconté par un pilote, le lieutenant de vaisseau Sido, mérite d'être entendu. Donc je vous invite à aller le voir. Donc moi, justement, à la suite de cette anecdote, j'ai posté la vidéo puisque je l'avais retrouvée dans mes archives. Et bah, j'ai eu plein de réponses, plein de tweets, plein de likes. Alors, bah, le Tornado intéresse, mais le Crusader intéresse encore peut-être plus. Et en fait, donc, cette vidéo, elle est tirée de cet objet-là. Alors ça, pour les plus jeunes d'entre vous, qu'est-ce que c'est? C'est un CD. Voilà, un CD-ROM. C'est un truc dans une boîte dans lequel on trouve un disque. Et dans ce disque, on a des datas qu'on pouvait lire sur un ordinateur quand on avait des lecteurs de CD sur les ordinateurs. C'est un CD, c'est moins de data qu'une clé USB à 5 balles aujourd'hui. Et c'est un CD qui avait été fait au moment de la fin du Crusader, vers 1999, par le CPA, qui est l'établissement cinématographique et photographique des armées. Et j'avais participé à ce CD-ROM qui avait été commercialisé ensuite. Oh, très modestement, j'avais juste fait la bibliographie des livres existants sur le F8 Crusader. Et honnêtement, à l'époque, il y en avait moins d'une dizaine. Voilà. Donc aujourd'hui, il y en a peut-être une vingtaine qui ont été publiés sur ce sujet-là. Franchement, si vous collectionnez les livres par avion, si vous êtes collectionneur de livres sur le Crusader, c'est pas avec cette passion-là que vous allez vous ruiner. Si vous êtes passionné de Messerschmitt 109, effectivement, c'est plus compliqué. Voilà, donc cette vidéo, bah, je l'ai tweetée, et elle a fait rire beaucoup de monde, et ça m'a rappelé donc que bah, j'étais un fan de cet avion. Et ben, du coup, voilà,
On va se faire du bien pendant quelques minutes. Allez, je vous mets le son. Peut-être pas sur celle-là, mais sur la prochaine, je vais vous mettre le son. C'est 2 clips qui sont dans le CD, effectivement, qui ont été tournés pour ce moment-là et voilà. Le Crusader, voilà à quoi ça ressemblait. C'est un chasseur monoréacteur utilisé par la marine, à partir du milieu des années 60 et jusqu'à la fin des années 90. Un avion qui a participé à la guerre du Vietnam, notamment, au sein, du US Navy. Voilà, et puis on va s'en faire une petite deuxième dans la filée. Et celle-là, alors, on va voir. Ah bah oui, évidemment. Ah, vilain, 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 vilain. On va recadrer. Tac. Voilà. Et on va se le mettre plein écran. Et je vais mettre le son. Alors, je ne sais pas si vous entendez le son. C'est la prise de son directe. Voilà. Voilà, ça c'était toute ma jeunesse. Quand, dans les années 90, on allait en meeting aérien avec mon oncle Roger, que je salue. La question systématique dans la voiture, c'était est-ce qu'il y aura un cruise? Parce qu'évidemment, à l'époque, on spotait sans Flight 24. On allait sur les meetings aériens sans avoir le programme sur Internet, puisqu'il n'y avait pas Internet. Et la vraie question rituelle, c'était est-ce qu'il y aura un cruise? Parce qu'effectivement, on avait des F-16 qui faisaient des démos. Les démos des F-16 belges ont toujours été un truc hallucinant. Le Mirage 2000, dans les années 90, c'était parmi les plus belles démos qu'on pouvait voir. On commençait à avoir du Rafale, hein, mais le cruise, c'est- c'était comme une espèce de Madeleine de Proust quelque part. On savait que l'avion était sur la fin. Il en restait quoi, une vingtaine peut-être à l'Andivisio au milieu des années 90, peut-être moins. Donc c'était un avion qui était très rare, mais c'est un avion qui faisait venir du monde parce que il y avait l'aura de la guerre du Vietnam, parce il y avait cette puissance qui se dégageait de cet avion et voilà, puis un jour de décembre 99, l'histoire s'est arrêtée. Et, et ça manque. Voilà, ce genre d'avion manque aujourd'hui en meeting. Alors, donc, moi, j'étais un peu collectionneur de trucs sur le cruise. J'étais crusadérophile notoire. Et voilà. Et ma Bible, hop, voilà, c'est ce bouquin-là qui a été écrit par un pilote de crusader, Jean-Marie Gall, que je connais bien, enfin, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais qui est, si on doit parler de bouquins, de monographie, si un jour vous avez envie d'écrire un livre sur un avion, si vous avez envie d'écrire une monographie, eh ben, faut faire ça. Voilà, faut faire ce livre-là. Parce que dans ces 350 pages, Jean-Marie, il a tout mis. Alors, il avait un petit atout, c'est qu'il a 1500 heures de vol sur Crusader. Il était à la 12F. 1200 heures, pardon. Donc, il connaissait bien l'avion, de l'intérieur, de l'extérieur. Il a tout collectionné ce qu'il fallait. Et finalement, le bouquin, il a fait une monographie extraordinaire, publié à 2000 ou 3000 exemplaires dans les années 90, réédité en 2003, je pense qu'au moins 1500 exemplaires. Et il y a eu une réimpression en 2010, je crois. Donc, si vous ne l'avez pas, vous êtes passé à côté sans doute d'un des livres majeurs de l'historiographie aéronautique française. Voilà. À titre personnel, j'avais moi participé à une petite monographie qui était beaucoup plus modeste que voici avec mon collègue Samuel Prétat pour les éditions Zéphyr. C'était un dossier historique qui accompagnait la bande dessinée Air Force Vietnam. On avait fait le petit dossier historique autour du Crusader pour un épisode de cette bande dessinée. Je sais qu'elle a été relativement peu diffusée, en tout cas la monographie pure, mais c'était un vrai plaisir à faire. C'était un avion sur lequel c'était très intéressant d'écrire. Voilà, puis bon, bah, parmi les petits souvenirs que je peux vous montrer, parce qu'il y a plein de collectionneurs, moi j'ai mon petit trésor, c'est ça. Voilà, ça c'est une des checklists des pilotes. Alors je ne sais pas si elle était à bord, je crois que oui. Euh, c'est le mémento des procédures à suivre quand ça part en live. Alors je ne sais pas si on voit la mise au point, voilà, par exemple, ce genre de détails. C'est très rigolo à lire quand on n'est pas pilote soi-même. Alors il y a de l'autre côté, il y a les procédures normales.
Là, il y a les procédures quand ça va pas et quand tout va bien, c'est cette partie-là qu'il faut lire. Ça, c'est, un document que les pilotes, devaient apprendre par cœur et j'ai eu la chance de pouvoir m'en procurer un exemplaire et j voilà, ça fait partie des trucs quand on est collectionneur, on aime bien voir ce genre de documents, voilà. Donc voilà, si un jour, peut-être qu'il y aura à nouveau de l'actualité sur le Crusader, mais voilà, c'est une petite confession perso, c'est un avion qui me touche beaucoup. On connaît mon goût pour les bombardiers d'eau, mais cet avion-là, en particulier, c'est des bons souvenirs. Si vous me posez la question, quel est le meeting aérien qui vous a le plus marqué, dans ma vie, ça a été sans doute, le meeting aérien de hier en 1994 pour le 50 ans du débarquement en Provence. Et, j'ai vu voler alors j'ai vu voler ce jour-là un F-14 Tomcat, mais j'ai vu voler des Crusaders. Et le fait qu'il y avait 4 Crusaders sur le tarmac et un en démonstration en vol a fait que ça fait partie de mes souvenirs les plus marquants. Voilà, c'est un avion sur lequel on pourrait faire une émission spéciale si j'avais un peu plus de documents à vous présenter. Pour l'instant, j'en ai pas plus que ça, mais pourquoi pas, voilà. Bonjour, donc à Garland ER qui intervient sur le chat pour la première fois. Bienvenue à toi, bienvenue sur Twitch. On est en train de discuter un petit peu d'avion. On va parler d'actualité dans quelques minutes. Là, je faisais un retour en arrière sur un avion sur lequel j'aime parler. Franck qui me dit marrant à la doc en français pour un avion américain. Aujourd'hui, ils font la même formation en anglais. Oui, tout à fait, effectivement. Il fallait traduire les documents à l'époque parce que bah, il n'y avait pas d'opération conjointe ou très peu. Ça a été une grande leçon notamment de la guerre du Golfe en 91, si on doit reprendre sur le plan historique, la guerre du Golfe a beaucoup modifié ce qu'ont fait les Français, notamment en termes de forces spéciales. Mais en termes d'aéronautique, par exemple, l'intégration des Jaguars a été très compliquée, notamment pour des histoires de procédures, de langue. Euh, et la guerre du Golfe a précipité, par exemple, la sortie de service des Mirage 3 et les Mirage 5, qui sont partis du service dès 94 pour justement modifier l'armée de l'air, avoir une armée de l'air qui puisse s'intégrer dans les coalitions internationales. Et ça, c'est une grande, grande leçon de la guerre du Golfe sur laquelle les historiens ont planché et il y a des choses très intéressantes qui se sont dites. Oui, donc aujourd'hui, effectivement, un pilote français. Peut-être qu'un jour, quand on fera notre émission sur la sélection et sur le recrutement de l'armée de l'air française, on parlera de l'anglais comme dans l'émission sur les cadets Air France, on a aussi parlé de l'anglais et du niveau qu'il fallait avoir. Euh, Effectivement, à une époque, les pilotes de ligne parlaient plus facilement anglais que les pilotes de chasse, même si la réputation des pilotes de ligne français aux États-Unis était qu'ils avaient un anglais qui n'était pas forcément très amusant à suivre pour les contrôleurs, pour eux. Il y a eu des moqueries. Mais les choses ont bien évolué aujourd'hui, voilà. Allez, fin du chapitre sur les cruises, on y reviendra peut-être un jour, ouais, parce que ça, c'est vraiment les avions mythiques, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on puisse parler en dépit d'une absence totale d'actualité. Alors ensuite, par quoi on commence? Allez, on va commencer par ça. Je vous mets le lien, là. Je fais une petite manip, hein, ne quittez pas, vous inquiétez pas, je suis encore là. Voilà, je vous colle ça dans le chat et on va suivre le lien ensemble. Hop. Oh, ça a l'air intéressant ce site. C'est quoi? Ah, bah ça s'appelle Aérobuzz, dites donc. Hop. Voilà. Alors là, on va revenir sur une histoire un peu plus récente. Voilà, donc on a appris il y a quelques mois la fin des courses de Renault, les fameuses courses aériennes qui se jouent aux États-Unis annuellement au mois de septembre. Donc on a appris que l'édition 2023 serait la dernière. Alors, il y a eu beaucoup d'interprétations de cette nouvelle. Est-ce que c'était des courses d'un autre temps? C'est évident que ce genre d'événement en Europe aujourd'hui, aucune chance. Aux États-Unis, il faut juste comprendre que tous les week-ends, ils vont à des courses de dragster, des courses de monster truck. Donc, une fois par an, avoir des avions qui se courent après, ça rentre dans leur optique. Donc, on s'est posé la question de savoir si effectivement, c'était pas des problèmes environnementaux qui ont mené à cette annonce.
Et finalement, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une histoire de sécurité. Voilà. Il y a eu plusieurs accidents mortels aux courses de Renault ces dernières années. On se souvient du Galloping Ghost vers 2010, euh, qui avait tué des spectateurs. En 2021, 2022, il y avait eu un autre accident mortel dont je me souviens plus. Et en 2022, il y avait un L29 Delphine qui s'est écrasé et qui avait tué son pilote. En fait, cet accident a été la goutte d'eau pour les autorités locales qui ont dit, bon, vos courses, c'est gentil, mais nous, à Renault Steed, on ne veut plus de vous. Il y a trop de maisons autour de l'aérodrome aujourd'hui pour que vous puissiez jouer à ça. Donc voilà, les organisateurs, la NARA, la National Air Races Association, a dit, bon ben voilà, on arrête à Renault, on suit les consignes, et on a longtemps cru que, bon bah, fin des courses à Renault, fin des courses, point. La suite de l'histoire, je vois un message de Franck May qui dit qu'au risque de radoter, je suis déçu que Biscarrosse n'ait pas candidaté pour organiser National RS6. Oui, on pourrait avoir ce genre de choses au-dessus de l'étang, le terrain s'y prête, beau circuit autour de lac, peu de population en dessous. Ouais, effectivement, et on imagine l'épidémie de crise cardiaque au sein de la DGAC juste à cette idée. C'est une réflexion qu'on pourrait très bien avoir aussi quand on parle de démonstrations ensuite à l'Axal, par exemple. Ça a proposé un exercice de tir réel euh, avec des spectateurs pour des avions de combat. Ouais, c'est un truc à organiser. L'organisateur qui va aller présenter son dossier à la préfecture, je veux filmer la scène. Voilà. Donc, on apprend plus tard que, en fait, non, ils vont juste déménager. Donc, ils sont aujourd'hui à la recherche. Je vais boire un coup, attendez, bougez pas. Pardon, excusez-moi. Donc, ils sont à la recherche d'un nouveau site, en fait, pour installer ces courses. Le calendrier fixé est le suivant. On sait que là, les courses en 2023 se sont terminées aussi tragiquement avec une collision en vol de deux T6, donc qui ne sont pas allés au bout des courses, ce qui prouve aussi que les inquiétudes sur les histoires sécuritaires n'étaient pas non plus dénuées de fondement. Mais donc, ils sont en train de faire le tour de l'ouest des États-Unis. Et comme je vous l'explique dans l'article, donc il y a 6 villes qui se sont portées candidates pour accueillir les nouvelles courses aériennes. Il y en avait peut-être même 7, puisqu'à un moment, Las Vegas était pressenti, parce que il faut un espace très libre autour. Il y a un circuit d'une dizaine de kilomètres sous lequel il ne faut pas de maison, pour être très clair. Il faut un aérodrome pour accueillir les spectateurs et le paddock. Et puis surtout, il faut une ville derrière pour accueillir les organisateurs et les spectateurs. Les courses à Renault, chaque édition, c'est environ 100 000 spectateurs sur les 3 ou 4 jours dans lesquels ça se passait. Donc 100 000 spectateurs, il faut les héberger. Donc il faut des campings, il faut des hôtels, il faut de tout. Il faut du logement chez l'habitant. Donc il faut des villes d'une certaine importance. Donc les villes qui ont répondu à l'appel d'offres de la NARA, Casper dans le Wyoming, Buckeye dans l'Arizona, donc on n'est pas très loin du Nevada, Pueblo, pardon, dans le Colorado, Roswell au Nouveau-Mexique. Roswell, oui, c'est bien la ville enfin, qui est rentrée dans la légende pour des histoires d'extraterrestres. Thermal en Californie. Alors ça, c'est un aéroport enfin, qu'on connaît, nous, quand on s'intéresse au bombardier d'eau. C'est dans le sud de la Californie. C'est là où la société Coulson a sa nouvelle base maintenant. Et Wendover, dans l'Utah. Alors, c'est un aérodrome qui est vraiment sur la frontière avec, je crois que l'État d'à côté, c'est le Nevada. Et Wendover, alors oui, c'est un terrain qui est très isolé. Et ouais, un petit peu en altitude, il me semble. C'est là où, alors, moi, je connaissais ce terrain-là pour l'avoir regardé pas mal de fois sur Google Earth, parce que c'est là où le DC-4 Tanker 65 a été stocké très longtemps. Et Tanker 65, le pilote qui a fait la dernière saison feu de cet avion, un DC-4, donc bombardier d'eau, c'est mon copain Jérôme qui est pilote aux États-Unis. Et l'avion a été convoyé là-bas et il est resté asséché pendant des années parce qu'il avait été soi-disant racheté par une compagnie en Alaska qui devait le modifier. En fait, il est resté sur place et il a été racheté par un musée. Ils sont en train de le modifier. Alors, ça nous a crispé un petit peu. Ils vont le remettre aux couleurs d'un DC-4 militaire de la Seconde Guerre mondiale parce que justement, les équipages de DC-4 étaient formés à Wendover à l'époque. Mais visiblement, ils ont sauvegardé la soute et ils vont exposer la soute dans le petit musée d'à côté. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Donc Wendover, je connaissais aussi.
Le choix final donc va être annoncé dans le courant de l'année prochaine. Il y aura un grand air show à Renault en 2024 pour dire au revoir Renault, mais il n'y aura pas de course. Voilà, ce sera un meeting aérien. Et puis, les courses s'implanteront dans leur nouvel aérodrome pour 2025. Donc, on attend de savoir à quel endroit on ira au mois de septembre pour les courses. Alors, il y a plein d'inquiétudes, hein. Est-ce que les Unlimited vont continuer à voler? Est-ce que les participants vont suivre? Parce qu'il y avait des courses de T6, il y avait des courses de jet, et il y avait des courses de racers, hein, de petits avions monomoteurs légers, mais qui vont très très vite, mais sans atteindre les vitesses extraordinaires des Unlimited. Les Unlimited, pour ceux qui ne seraient pas très familiers, sont simplement et en général des Warbirds de la Seconde Guerre mondiale, des avions qui sont déjà naturellement très rapides et qui ont des très gros moteurs, mais qu'on modifie parfois aérodynamiquement et sur lesquels on met des moteurs encore plus puissants. Donc voilà, Renault, c'est une gabegie de puissance avec des Mustangs, des 6 Fury avec des moteurs qui peuvent atteindre les 3000 chevaux. Et je crois que le record sur une course est à plus de 850 km/h. Bonjour à Jens Day, bienvenue sur le tweet, bienvenue sur Jumpseat et bienvenue donc sur Lâcher Solo. On est en train de disserter, si on peut dire, sur l'actualité aéronautique. Et là, on parlait des courses de Renault qui vont sans doute continuer, mais ailleurs qu'à Renault, et on est en train de discuter des, des, hum, des possibilités que les organisateurs ont pour implanter leurs courses ailleurs. Alors, question de chat, parmi vous, qui a déjà assisté aux courses de Renault et qui aimerait bien y assister? Alors, moi, j'y ai pas assisté, mais j'avoue que ça fait partie des endroits où j'aurais bien aimé aller. Même si effectivement je comprends que pour les puristes, c'est quand même, modifier des warbirds, parfois un petit peu rares comme les Bearcats, je comprends que ça peut titiller certains. Donc si certains ont été à Reno, bah, écoutez, glissez-nous un message et dites-nous ce que vous en pensez. On a B777 Juju qui dit: «Dans ma to do list». Bah voilà, donc Renault au mois de septembre là pour un air show si tu veux, mais à partir de 2025, on verra. Donc Franck May qui est allé vite vérifier en urgence, le record du Tour à Renault est détenu par Woodou, un P51 avec 855,41 km/h. 855,41 km/h. Le Woodou, en plus, il a des couleurs très psychédéliques, il a été totalement refondu. C'est un truc de ouf, voilà. Mais en fait, en général, c'est souvent les 6 Furies qui gagnaient les courses, hein, si je me souviens bien. Monsieur Chauve-souris qui nous dit: «Corba a candidaté». Alors Corba, à mon avis en France, comme je disais tout à l'heure, tu veux faire ça, surtout avec des avions unlimited, tu ouais, je veux filmer la scène de l'organisateur qui débarque à la préfecture en disant: «Je veux organiser ça». Franchement, ça vaut un sketch. Voilà, voilà. Donc voilà, pour Renault, bah écoutez, rendez-vous très bientôt sur Aérobuzz. Dès que l'information tombera de l'endroit où les courses s'organiseront, bah, on se fera un plaisir de vous de vous le répercuter. Voilà, je vais boire un petit coup parce que j'ai vraiment la gorge sèche. Ne quittez pas, je suis à vous tout de suite. Et c'est de l'eau, hein. Il faut, faut le glider qui nous dit dans le Larzac. Mais même dans le Larzac, aujourd'hui, il y a tellement de monde que je sais pas. Oui, effectivement, l'endroit idéal, c'est peut-être au-dessus d'un lac. Euh, Biscarrosse, c'est vrai que ça serait pas mal. Ouais. La piste, une piste en dur relativement longue, suffisante pour un Warbird. Bon, à voir, mais bon, c'est hypothétique. Parmi les autres nouvelles de la semaine, il y en a une que j'ai bien aimée aussi. Allez, on va faire petite transition pendant le temps que je fais mon petit bricolage avec l'ordinateur. Comme vous avez pu remarquer, le cadrage est plus tout à fait le même que celui qu'on avait sur les 2 premières émissions. On a investi dans une petite webcam. Visiblement, le résultat est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça me libère le bureau, parce que j'avais 2 ordinateurs, tout ça, c'était compliqué. Et d'avoir la webcam, ça ouvre des perspectives, on en reparlera. On va pouvoir travailler, un certain nombre de choses. Mais en tout cas, moi, maintenant, là, je peux vous poster des liens. Hop, je vous le poste. Et puis, on va aller ensemble voir cette information-là et en discuter aussi. Pareil, si vous avez des questions, si vous avez des réactions, le chat est là pour ça.
vraiment. Je l'ai devant moi, donc je lis vos messages tout en parlant. Hem, hop, petite transition. Voilà, voilà et donc si vous avez des réactions, franchement, allez-y, hein et puis ça nous permet, nous, après, de rebondir, de vous donner des explications complémentaires si vous voulez. Vraiment, vraiment ça nous aide. Voilà, merci beaucoup. La nouvelle de la semaine a été très surprenante. Un Concorde. Oui, monsieur Chauve-souris, c'est bien un Concorde et il est aux couleurs de Rossbeef Airlines. Oh pardon, British Airways. Hem, un Concorde sur la Tamise. Voilà. Alors l'histoire, elle est, bah, écoutez, l'histoire, moi, j'étais un peu passé à côté. Je croyais que tous les Concorde construits étaient dans des musées ou plus ou moins exposés. En fait, il en restait un, dont l'histoire est un peu incroyable, donc à London Heathrow, le, Golf Bravo Oscar Alpha Delta. En fait, cet avion, il a une histoire toute dingue. En juillet 2000, le 24 ou le 25 juillet 2000, peut-être le 24, l'avion, rentre de sa liaison avec New York, se pose à Londres, hem et il est, en attente d'une grande visite. Sauf que, comme vous le savez, le 25 juillet 2000, à Gonesse, il y a un Concorde Air France qui tombe. Le, très vite, le certificat de navigabilité est levé, les avions sont interdits de vol. Le temps qu'on sache ce qui s'est passé et si on peut apporter une correction. Donc le Concorde, celui-là, avec les autres, est rassemblé à Heathrow, stand-by, pendant un an, le temps que on change, le temps que l'enquête se fasse et qu'on améliore les réservoirs de carburant notamment et qu'on change les types de pneus. Et quand les avions reprennent leur service en 2001, juste après le 11 septembre d'ailleurs, euh, et notamment en conséquence du 11 septembre, British Airways dit on a 6 Concorde, honnêtement, vu notre trafic, vu ce qui se passe, on en a besoin de 5. Donc celui qui était en attente de grande visite, il reste stocké, on n'y touche pas, la grande visite elle est annulée, on s'en fout, et on va travailler avec les 5. Et on sait que le 11 septembre a entraîné une crise majeure mondiale, mais en particulier sur le secteur du transport aérien, et que le taux de remplissage du Concorde après la reprise des vols était en chute libre. Alors, il y avait les craintes sur l'histoire du crash qui a forcément marqué les clients potentiels, lesquels s'étaient réfugiés sur les premières classes. Et puis, bah, la chute drastique du transport aérien fait que le taux de remplissage des Concorde sur les 2 dernières années d'exploitation était catastrophique, comme ça nous a été expliqué le jour où on a fait l'émission sur Jumpseat, le montage du Concorde en Lego, que je vous invite aussi à regarder en replay. 5h40 d'émission pour monter le Lego, mais ça fait partie de l'histoire de Concorde, et c'est ce que nos invités, on avait un pilote d'essai et un steward Concorde sur le plateau, et c'est ce que nous ont expliqué ces deux navigants. Donc, bah, ils seront sur la zone technique de British Airways, traîner un Concorde. Alors, est-ce que ça va marcher? Je suis en train d'essayer de faire un petit truc parce que maintenant que j'ai un ordinateur, tout ça, que ça peut travailler, je viens de lancer ah oui, ça marche. Alors, je vais vous l'envoyer. Tac, une seconde, le temps que je cadre bien tout ça. Hop, transition. Tac. Voilà, on est sur Google Earth, un logiciel que je trouve absolument exceptionnel. Et donc voilà, la photo aérienne d'ISRO, eh bien l'avion, on le voit, il est là, à côté de la piste 27L, et il est dans la zone technique de British Airways. Et bah, pour ceux qui connaissent Google Earth, c'est un truc qui est très pratique, qui s'appelle revenir dans le temps. Enfin, il y a un mode qui permet de revenir sur des images qui ont été prises parfois depuis 1945. Et donc on va aller en 2003. Parce qu'en fait, ce Concorde, il a voyagé vachement sur l'aérodrome. Et là, je suis tombé dessus justement en faisant ma recherche. Et là, celle-ci, elle est exceptionnelle, cette photo, parce que si on regarde bien la date, elle a été prise le 1er janvier 2003. Et comme vous le voyez, l'avion est en cours de remorquage. Donc c'est la photo satellite, je pense que c'est une photo satellite, a été prise à un moment exceptionnel, à un moment où un Concorde a bougé à Heathrow en 2003, sachant que
Ah, quoique le 1er janvier 2003, ils étaient encore en service, donc c'était peut-être pas lui. Puisque le dernier vol, c'est 26 novembre 2003. Bon, voilà, donc un mouvement de Concorde. Oui, je me suis gouré sur la date. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, un Concorde en cours de remorquage du côté d'Israël. Le problème, c'est que si on regarde bien l'aéroport d'Israël à cette date-là, je ne vois pas d'autres Concorde sur la carte. Et là, vous voyez, un petit peu d'activité. Là, c'est tous les avions qui sont en train d'attendre l'autorisation de décollage. Il y avait un petit peu de trafic à Isro. Donc, on va revenir un petit peu plus récemment. Alors, celle-là, elle est très jolie, mais elle ne sert à rien. Donc, en fait, le Concorde, en 2006, il était garé ici. Ensuite, il a été garé là en 2011. Il a été garé là en 2008. Et donc, à partir de 2010, je crois qu'il est arrivé dans ce secteur-là. Voilà. Et c'est ce Concorde-là qui est visible, parce que les spotters, en général, ils sont dans ce coin-là, pour faire les approches en 27L, donc le connaissent bien. C'est pas, vu la configuration, s'il est en zone publique, je vois plein de voitures garées, mais si ça se trouve, c'est les voitures des employés de British Airways qui ont leur service technique ici. Je ne connais pas Isro, je m'y suis posé qu'une fois. On a 380 d'ailleurs. Donc voilà, il y a des gens qui ont lancé une cagnotte il y a très peu de temps pour dire bah, il faut qu'on rachète cet avion et qu'on l'expose sur la Tamise. Quelle bonne idée, un Concorde sur la Tamise. Euh, Bah oui, l'avion, plutôt que de dépérir là, parce que franchement, visiblement, depuis 10 ans, personne s'en occupe, le convoyer sur la Tamise, d'ailleurs, le mettre sur une barge, la Tamise, elle passe pas très très loin, donc le transport, il serait pas si compliqué que ça, encore qu'il y a des ponts à voir. Hein. La Tamise, elle passe là, et puis la zone d'exposition qu'ils aimeraient avoir, c'est ici, près du London Eye. Le temps que ça. Non, c'est pas ici. Il est où le London Eye? Il est à côté de la gare de Trafalgar. Quelle drôle d'idée ont les Anglais de mettre des noms de défaites à leur gare. Je comprends pas ça. Hop, voilà, il est là le London Eye. Donc en fait, l'idée, ce serait de mettre le Concorde ici, près du parc, ce qui en ferait une attraction majeure et très intéressante. Il leur faut 1 million de livres sterling pour ça. C'est pas dit qu'ils le fassent. La conséquence la plus positive qu'il pourrait y avoir, c'est que ça puisse aiguillonner British Airways et leur donner envie de bouger cet avion et de l'exposer clairement, sachant quand même que l'avion a été complètement mis à nu. En fait, l'intérieur est complètement vide. La coque est encore belle, mais il me semble qu'ils ont récupéré tous les instruments et tout l'aménagement intérieur. Donc c'est une coque vide cet avion. L'autre solution, ce serait qu'il soit mis comme à Roissy, finalement. Il y a un Concorde pour les gens qui viennent déposer des gens à Roissy, le long de la route. Là, vous avez dans l'enceinte, au croisement des taxiways, près du siège d'Air France, vous avez un magnifique Concorde qui est entretenu, qui est en stèle, avec une belle illumination. Donc au pire, à Isro, franchement, cet avion-là, en stèle, à l'entrée, près de l'autoroute, ce serait magnifique. Mais sur la Tamise, ça aurait une belle allure. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle de la semaine. Je vais remettre le lien vers l'article. Est-ce qu'il l'a lancé le navigateur? Non, il l'a lancé ici. Voilà. Hop. Donc voilà. Dans l'article, qui est une brève, normalement, elle est accessible à tous. Je vous ai mis le lien vers la cagnotte. Pour l'instant, enfin, à la date de l'article, il n'avait relevé que 4105 livres sterling sur un objectif initial de 500 000. C'est un peu peu, mais ça a été ouvert il y a très peu de temps. Alors, je ne sais pas ce que va donner la communauté Concorde en Grande-Bretagne. Euh, Ça reste un de leurs fleurons et un de leurs avions emblématiques. Je ne serais pas surpris que ça bouge un peu et en tout cas que ça fasse bouger British Airways. Et moi, ça m'a inspiré un truc en lien avec l'actualité. Euh, Honnêtement, il y a 10 jours, le Conseil de Paris a dit là, votre vertiport sur la Seine, on ne veut pas d'IVTOL dessus. Et ben moi, ça m'inspire un truc. Mais pourquoi on ne mettrait pas un Concorde du musée de l'Air sur la Seine à la place du vertiport? Non, parce que
voilà, bon, il y a un risque, faible, mais il y a un risque d'avoir un jour un Concorde sur la Tamise. Bah, il en faut un sur la Seine. Il y en a déjà un sur l'Hudson, puisque à New York, à côté de l'USS Intrepid, vous avez un Concorde British Airways. Enfin voilà, il faut qu'à Paris, il y ait un Concorde sur la Seine. Et, et plaisanterie mise à part, le musée de l'Air au Bourget, qui est donc propriétaire de deux Concorde, le premier prototype et un des derniers d'Air France, euh, manque d'une implantation au centre-ville de Paris. Honnêtement, quand on voit ce qui se passe à Washington, où on a le NASM, le National Air and Space Museum, qui a son site principal sur le mall, donc en plein centre de Washington, juste en face, la Maison Blanche, hein, à côté du Capitole. Et là, ils ont leurs avions les plus précieux, hein, le Spirit of St. Louis, si vous voulez le voir, il est là. Mais ils ont aussi un site à Dulles, le Howard Asie, le nom m'échappe, mais ils ont leur Groder Collection qui est à côté de l'aéroport de Washington. Ils ont leurs deux sites, et les deux, bah, quand vous faites une visite de Washington, vous arrivez ou vous partez de l'aéroport, bah, vous faites une première étape au grand hall. Il est grand parce qu'il y a du Concorde, il y a du B-52, il y a du B-1, je me demande si, oui, il est exposé, il y a le B-29 Enola Gay. Il y a des avions exceptionnels dans ce hall. Et puis vous avez le petit hall en centre-ville qui vous donne aussi un avant-goût et sur lequel vous avez des trésors. Franchement, quand vous débarquez, j'y suis allé moi, alors il y a très longtemps, j'y suis allé en 2005 je crois. On en rentre, il y a le Spirit of Saint-Louis, il y a le X1 et le X15. Et il y a Voyager, le fameux avion qui a bouclé, le Rutan qui a bouclé le tour du monde. Et puis il y a des F-104, F-86, il y a un SPAD. Enfin, donc vous avez un bloc en centre-ville qui vous initie à l'aviation. Et puis si vous avez envie de continuer, vous avez le grand site à Dulles. Bah, pourquoi le Bourget? Il n'y aurait pas une implantation quelque part qui pourrait se faire? Bah, il n'y a pas besoin de beaucoup d'avions. Alors le Concorde, évidemment, c'est une plaisanterie de ma part, mais parce que c'est impossible à bouger. Mais on pourrait très bien imaginer que l'avion de Guilmer, qui est en restauration, puisse être exposé dans Paris Intramuros, même temporairement, peut-être 1 ou 2 ans. Et puis l'oiseau canari, et puis un Mirage 2000, un Rafale. Voilà, histoire d'avoir un truc en centre-ville. Il y a eu une exposition aux Invalides avec un Rafale et un Mystère 4. Ils étaient en extérieur, c'était un truc très temporaire. Mais honnêtement, je pense que le musée de l'Air gagnerait à avoir une visibilité à Paris Intramuros. Bon, ceci dit, les choses vont s'améliorer pour Paris, puisqu'on va y avoir une station de métro vraiment sur l'entrée du musée. Donc ce sera très accessible. Mais bon, voilà, ça c'est mon idée, inspirée par cette aventure à New York et donc à Londres, où ces gens-là ont envie d'avoir un Concorde sur la Tamise. Et oui, sur la Tamise, à Londres intramuros, ça ferait une attraction honnêtement très intéressante. Et l'idée est bonne. Voilà, elle est peut-être pas forcément réalisable, mais elle est pas dépourvue d'intérêt. C'est pour ça qu'on voulait en parler. Donc si vous voulez participer, ben allez-y. J'espère, honnêtement, vraiment, j'aimerais bien qu'ils aillent au bout de leur délire. Vraiment. J'y crois pas trop, mais franchement, bonne idée, les gars. Allez-y. De toute façon, ils savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Bon, bah voilà, zou. Vos réactions sur le chat. Oui, alors pour Google Earth, effectivement, il y a un truc qui permet de revenir en arrière sur l'histoire qui est très intéressant, bon, qui est limité en possibilités, mais bon, c'est pas mal. Euh, Quand on combine la chronologie de Google Earth et les campagnes aériennes successives de l'IGN, remonter sur le temps sur Géoportail, on a un choix d'images historiques assez dingue. Oui, remonter le temps de l'IGN est très intéressant. Le problème, c'est que moi, la partie qui m'intéresse le plus, elle n'est pas couverte, c'est-à-dire la partie entre 1965 et 1980. Je crois qu'il n'y a pas de photos. Et honnêtement, c'est dans cette période-là qu'il y a des choses intéressantes que j'aimerais voir sur la France. Donc Géoportail, en plus, est vachement moins intéressant, moins fluide à utiliser. Donc il y a des progrès à faire en termes d'ergonomie. Google Earth, c'est d'une simplicité, c'est d'une efficacité remarquable. C'est un outil qui est fabuleux. On pourrait faire une émission rien qu'en regardant des trucs sur Google Earth aéronautique parce que c'est un outil, mais incroyable. On se garde l'idée. Juju qui nous demande, ça donne quoi la corrosion avec l'humidité? C'est de l'eau douce. Alors oui, sur un fleuve, oui, il y a de l'humidité. Donc
Oui, il faudra méfier ça, mais l'avion n'est pas forcément en très très bon état, donc il y a une partie de restauration à faire avant. Oui, c'est une vraie question à se poser. Est-ce que la corrosion en milieu humide, faut regarder ce que ça donne avec le Concorde qui est sur l'Intrépide à New York. Voilà. Eux, ils ont une expérience de 20 ans d'exposition sur l'Hudson, dans un environnement maritime. Donc, eux ont une expérience, eux peuvent donner les réponses. Meilleure gestion du patrimoine chez les Anglais que chez nous, oui, sur un certain nombre de points. J'ai fait un édito il y a quelques semaines sur Aérobuzz pour dire que oui, ils sont devant nous, mais bon, allez, il y a des trucs pour lesquels on peut discuter. Va lire, c'était quoi? C'était en novembre que j'ai fait cet édito. C'était à la suite, non, peut-être fin octobre, à la suite du premier vol du Tracker T15. Mieux, il faudrait le mettre à London City. Oui, pourquoi pas. Il y a quand même un micro-usée d'aviation à la Villette avec le Soar Impulse, c'est une Alouette 3 de la Sécu. Oui, mais il faudrait vraiment un projet. euh, et vraiment en centre-ville, parce que la Villette, c'est loin. Même en métro, c'est loin, franchement. À Angoulême, on a pas mal de trucs. En revanche, oui, Goulet, c'est beaucoup mieux foutu sur le plan économique. Voilà, de toute façon, c'est fabuleux. Voilà, voilà. Donc ça, c'était Concorde. Donc, bah, il y a toujours de l'actualité sur Concorde. Il y a quelques jours, on a célébré. Le 26 novembre, c'était l'ultime vol des Concorde British Airways. Ils en ont fait voler 3 ce jour-là. Voilà. Et donc, on est le 1er décembre. Vous voyez, c'est il y a 20 ans, il y a quelques jours. Et Concorde continue à faire l'actualité. Il n'y a pas que les Lego dans la vie. Voilà. Petite nouvelle. Bah écoutez, il est quoi? Ah bah -10. Renault c'est fait, Concorde c'est fait. Ah, on va parler Bombardier, dites donc. Comme c'est original. Petite news. Alors celle-là m'a surpris et bon, je vais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de cette histoire. Voilà. Donc la news qui est tombée. Alors, elle n'est pas tombée. En fait, j'ai eu un coup de fil à quelqu'un qui est dans l'industrie des bombardiers d'eau cette semaine, euh, pour un tout autre dossier, et m'a dit, tiens, au fait, Fred, tu as vu cette histoire d'Air Tractor pour Cargolux. Air Tractor, Cargolux, c'est quoi ce délire? Et donc, je suis allé voir la presse luxembourgeoise. Il y a eu 2 ou 3 articles sur le sujet il y a quelques semaines. J'étais passé totalement à côté pour des questions que je ne m'explique pas. La société Cargolux veut acheter 12 air tracteurs Fireboss. Ils ont un budget pour ça de 72 millions de dollars, ce qui nous fait le air tractor à 6 millions de pièces, euh, pour une utilisation en Europe. Alors, en contrat propre, est-ce qu'ils ont déjà des contrats? Est-ce qu'ils veulent soumettre leurs avions à des contrats européens? Ça mérite d'être interrogé. Je vais vous demander de m'excuser une toute petite seconde, j'ai encore bu un petit peu. Bon, voilà, donc je trouve l'information sur la presse luxembourgeoise, puisque j'avais raté l'info, hein, ma veille là sur le coup a pas été bonne. Et les articles restent quand même très. C'était du bon journalisme, parce que les gars ne se sont pas avancés, mais ont quand même contacté, ils le disaient, qu'ils avaient contacté la compagnie Cargolux, mais n'avaient pas eu de réponse. Mais d'un autre côté, la compagnie n'avait pas fait de démenti. Donc j'ai, dans mon article, gardé une certaine prudence, parce que bah, il n'y avait rien de certain. La parution de l'article sur Aérobuzz a déclenché chez moi, et parmi mes sources interpellées, et j'ai eu plusieurs messages à la suite de la publication qui m'ont confirmé l'information, et là, de sources relativement sûres. Voilà, même de sources sûres. Donc, je peux confirmer l'information, la compagnie Cargolux va bien acheter 12 Air Tractor Fireboss. Alors, l'information, en fait, Cargolux n'a pas communiqué là-dessus, mais Cargolux était présent à Athènes au mois d'octobre à une conférence qui s'appelle l'AAF, Aerial Firefighting Event, qui est un petit salon spécialisé qui a 3 éditions par an, une sur chaque continent, une en Australie, une en Europe, une aux États-Unis. Alors ça tourne. Et là, l'année dernière, enfin, cette année, c'était à Athènes au mois d'octobre, et les gens de Cargolux étaient là. Donc, vous avez tous les opérateurs qui sont là, vous avez les industriels qui sont là. Alors, ce ne sont pas là que se prennent les grandes décisions, mais ce sont des endroits où les contacts se nouent et où ça discute business, où ça présente les nouveautés. Donc, quand on s'intéresse au sujet, ce sont des événements
Vraiment très intéressant. Franck, qui est sur le chat, a participé avec moi. On a assisté ensemble à celui à Zadar en 2015 et à Sacramento en 2018. Et puis évidemment à ceux qui se sont déroulés à Nîmes en 2017 et 2019 et 2022. Et puis, donc j'en ai fait quelques-uns, ce qui m'a permis de rencontrer à peu près tous les patrons de toutes les boîtes qui font du bombardier d'eau. Et donc voilà, Cargolux était présent et a présenté son projet, alors bon, sans donner d'informations stratégiques, donc je peux le confirmer, Cargolux va bien acheter des rétracteurs. Alors Cargolux, qu'est-ce que c'est comme compagnie aérienne? Cargolux, comme son nom l'indique, c'est une compagnie luxembourgeoise et qui fait du cargo. Ils ont 30 Boeing 747. Alors j'ai regardé rapidement hier, ils ont moite-moite. Ils ont 30 avions, ils ont 14 747-400, il doit y avoir 16 747-800. Et ils font du cargo dans le monde entier, ils sont basés à l'aéroport du Luxembourg. C'est l'Evergreen luxembourgeois, en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une compagnie cargo 747. Ils ont eu un... Voilà l'information, en fait, sur lequel j'ai travaillé un petit peu. En fait, ils ont eu un mouvement de grève en septembre qui a été assez dur et c'est la première fois que ça arrivait dans cette compagnie parce que, comme ça arrive parfois, il y a eu beaucoup de dividendes qui ont été distribués aux actionnaires et visiblement les primes qui ont été, données au personnel étaient relativement faibles et je parle de personnel au sol, mais je parle aussi du personnel navigant. Les augmentations de salaire, qui ont été proposées aux navigants étaient effectivement, relativement faibles et donc ils ont eu un mouvement de grève. Et alors, visiblement, vu la flotte, je pense que Cargolux au Luxembourg, c'est une compagnie qui compte, peut-être pas autant qu'Air France en France. On peut se poser la question, je ne me rends pas très bien compte, mais c'est un peu l'idée. Et visiblement, le ministre des Transports luxembourgeois, qui était cité dans certains articles, a peut-être fait un peu de lobbying auprès de Cargolux pour dire, bon ben voilà, là, sur ce coup-là, vous n'avez pas été bon, essayez de vous racheter. Voilà, c'est l'hypothèse qu'on a avec quelques contacts sur lesquels on a discuté du sujet. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de greenwashing aussi là derrière? Bon, voilà, c'est un côté, est-ce que Cargolux ne va pas chercher à se refaire une image avec ses avions? Oui, de toute façon, mais d'un autre côté, les compagnies cargo sont légitimes sur le travail aérien. On a parlé sur le chat, Franck May a évoqué la compagnie Evergreen. La compagnie cargo Evergreen qui a disparu en 2013, c'était une compagnie cargo qui était issue d'une société de travail aérien qui travaillait dans les feux de forêt, et il y a eu des B-17 bombardiers d'eau aux États-Unis, Evergreen, et à la fin de son existence, Evergreen avait une filiale hélicoptère bombardier d'eau, et avait relancé la filière avion à LFX bombardier d'eau avec le Boeing 747 Supertanker. Donc, on est dans le même monde finalement, quelque part, et c'est assez logique. Ce qui est surprenant, c'est le Luxembourg. Oui, mais comme on le voit sur la photo que j'ai mis sur l'article, l'avion, vous voyez, il est matriculé en Suède et il est siglé Saab. Voilà, il y a des Air Tractor, des Firebus, parce que là on parle de Firebus, on parle de la version à flotteur, en Suède. Il y a plein de lacs, il y a des forêts, c'est logique. On sait que les moyens aériens en Europe commencent à être un petit peu faibles face à la menace. On a des compagnies qui s'arment. On a vu en France au mois d'août, au mois de juillet, les fameux Air Tractor de Bordeaux. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a parlé la semaine dernière. Euh, donc il y a une possibilité. Et on a appris il y a 15 jours que Air Tractor Europe commandait 31 Firebus, donc la version à flotteur, pour les marchés européens. Et on apprend donc une semaine après qu'il y en aura peut-être 12 pour Cargolux. Donc on est dans cette approche-là de proposer des services, un marché qui est grandissant, sur lequel il n'y a pas tant d'intervenants que ça, il n'y a pas tant de matériel disponible, et pourtant tous les pays sont à la recherche de solutions pour lutter contre les feux de forêt. Donc Cargolux se positionne. Alors est-ce que ce sera directement, est-ce que ce sera par une filière? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais en tout cas, je peux confirmer l'information. Oui, Cargolux a bien 72 millions de dollars à dépenser pour acheter des Air Tractor. Et ces avions seront sans doute disponibles pour des contrats européens. Voilà. Salut à tous, bonsoir Alfred. Passage en coup de vent, j'ai entendu parler de 747 chez Cargolux. Il tape fort à latéraux parfois. Oui, il y a quelques vidéos marrantes.
Bonne émission, merci. Tiens bon et bon week-end. Bah, écoute, moi, dans 5-10 minutes, j'aurai fini l'émission, je serai vraiment en week-end, mon petit Gigot triple 7. Tu regarderas le replay. J'ai pas parlé de 747 puisqu'on a appris que Cargolux allait se diversifier vers le feu de forêt. Donc ça, tu vois, ça m'a fait tilt. Donc à suivre et il y aura peut-être des bombardiers d'eau. Alors ce qui est annoncé, c'est que les avions seront basés au Luxembourg, mais évidemment, on imagine très bien que l'été, ils vont partir à droite, à gauche, là où il y aura des contrats. Quels seront ces contrats? Est-ce que ce seront les contrats européens tels qu'ils ont été annoncés, puisque en attendant l'hypothétique livraison de bombardiers d'eau type Canadair, et je mets des guillemets au mot Canadair, puisque pour l'instant rien n'est officialisé. On ne sait pas si ce seront des DHC 515 ou si ce seront des Seagull ou si ce seront des frégates. Pour l'instant, on ne sait pas. En attendant la livraison de ces bombardiers d'eau lourds, eh bien, le marché est ouvert pour les bombardiers d'eau légers, 3000 litres, à flotteur, donc Ecoper, la version Fireboss, qui est le seul en production actuellement et qu'on peut avoir. Si aujourd'hui vous faites un chèque à Air Tractor, vous pouvez espérer avoir les avions pour cet été. La chaîne de production le permet. Et en plus, l'avion ne coûte que 6 millions de dollars. C'est vraiment pas cher puisque les chiffres qui sont donnés pour tous les gros bombardiers d'eau à venir, ça tourne autour de 60 millions de pièces. Les estimations qui sont données quand vous discutez avec les gens de Rodefour, quand vous discutez avec les gens de DHC, avec les gens de Frégate, un bombardier d'eau classe biturbine, c'est 60 millions. Donc pour 10 fois moins, vous avez des air tractors. Voilà, pour le prix schématiquement, pour le prix d'un DHC 515, vous pouvez avoir 10 Fireboss. Alors, il va vous falloir 10 pilotes au lieu de 4. Il va vous falloir de la maintenance. Il va falloir plein de choses, hein, mais voilà, dans un dispositif, ça peut compter. En attendant, ça peut marcher. À la différence quand même qu'un largage, enfin, l'argumentaire, c'est de dire, bah, là où on met un largage allez, un Canadair, on va mettre 2 Fireboss, 3000 litres, 6000 litres, 2 fois 3000 litres d'un côté, 6000 litres de l'autre. On peut penser que ça fait le taf, mais en fait, finalement, non. 2 largages de 3000 litres, ça n'a pas le même impact qu'un largage de 6000 litres, pour des raisons bah, purement mécaniques. 3 tonnes sur le pied, ça fait mal, 6 tonnes, ça fait encore plus mal. Bon, ben voilà, c'est ça le principe. Mais il ne faut pas se leurrer, ça aide. 3000 litres sur un feu, ça peut avoir un impact. Et si c'est renouvelé régulièrement, comme avec ces avions Ecoper, ça marche très bien. Et la version qui travaille au retardant marche très bien aussi. Et il y a le concurrent, le Trush 710P. Donc voilà, il y a un marché pour ces avions-là. L'Europe, bah, ça fait quand même quelques années qu'il y en a, mais c'était effectivement des avions qui étaient pas sur le devant de la scène. Ils commencent à le devenir vraiment, à voir ce que ça va donner. Mais ces avions-là auront aussi des concurrents qui sont redoutables, qui sont les hélicoptères. Aujourd'hui, Airbus Hélicoptère a publié une infographie sur le rôle que peuvent tenir leurs appareils en bombardier d'eau, que, que ça parte de l'écureuil avec 1500 litres et jusqu'au 225 qui peut emmener jusqu'à 4500 litres. 4500 litres, 3000 litres, vous voyez, on est à peu près dans les mêmes gammes. Bon, le budget d'acquisition d'un 225, je ne l'ai pas. Je pense que c'est un petit peu plus cher, mais c'est des avions enfin, ces appareils qui peuvent être très polyvalents. On sait que la sécurité civile, par exemple française, aimerait bien augmenter sa flotte avec des hélicoptères lourds qui pourraient être bombardés d'eau l'été. On imagine le travail que pourrait faire un Super Puma ou un 225 sur une opération après des inondations, sur un tremblement de terre. Donc voilà. Au fait, a-t-on pensé à nommer Leland Snow pour un Aerial Firefighting Award posthume? Bonne question, bonne remarque de Frank May. Leland Snow, c'est le concepteur de tous ces avions bombardiers d'eau agricoles, que ce soit le Trush ou le Air Tractor. Leland Snow, dans les années 50, était un jeune pilote agricole qui a fait de l'épandage avec un Piper Cub, un avion génial, mais pas adapté pour cette mission. Donc Leland Snow, le soir, il a bossé sur un prototype d'avion qui serait idéal pour l'épandage. Ça a donné un premier avion qui n'a pas marché, mais un deuxième qui a commencé à se vendre. Je crois que son deuxième avion, il en a produit 300. Il a monté sa firme, Air Tractor.
Enfin, qui s'appelait pas Air Tractor à l'époque, attends, je sais plus. J'ai un doute. Peu importe. Zut, bon, il y a eu des recommandés, enfin la boîte a changé de main, à plusieurs reprises et puis, à un moment, la famille Air Tractor se développait bien, puis il a eu une opportunité, il est parti, il a monté une autre boîte et le l'autre boîte est devenue Trush. Donc en fait, ce monsieur, les 2 avions qui sont concurrents sur ce marché-là, qui sont les Air Tractor et les Trush, en fait, c'est le même papa. Donc ces avions-là sont cousins et quand on les regarde, le lien de famille, il est évident. Donc ça, c'est un dossier que j'ai traité pour ceux qui l'ont dans le Planète Aéro numéro 2 qui est paru en juin 2022, qui est la revue qui est éditée par les éditions La Rivière. Je vais en avoir un exemplaire là, mais le temps que je l'attrape, ça va faire, bon bref. J'ai fait un focus dans ce magazine-là qui était entièrement consacré au bombardier d'eau. C'est le magazine où il y a 2 Canadiens en couverture. Et j'avais parlé justement de cette histoire des bombardiers d'eau légers parce que je sentais que c'était un marché porteur et ça l'est de plus en plus. Snow Aeronautical, voilà. Et Leland Snow, ce à quoi Franck faisait référence, c'est qu'effectivement, dans les conférences AFF, à la demande de Jérôme Laval notamment, et d'autres pilotes, quand les conférences ont commencé à se lancer vers 2014, en 2014, il y a eu un premier prix qui s'est appelé le Walt Daran Award, qui était une initiative des pilotes du Cal Fire, qu'on dit, voilà, notre camarade Walt Daran, pilote de légende, vient de décéder, et à l'occasion de ces cérémonies, il faudrait décerner un prix, une récompense à quelqu'un qui a fait progresser le business et qui a améliorer la sécurité des pilotes qui sont actuellement engagés sur des bombardiers d'eau. Et donc, il y a eu un certain nombre de récipiendaires, y compris français d'ailleurs, on pourrait y revenir. Le Walt Daran Award est devenu le Firefighting Award, et à chaque réunion AFF, il est décerné en grande cérémonie pendant la soirée de gala. Leland Snow, à titre posthume, puisqu'il est décédé il y a une dizaine d'années maintenant, aurait pu l'avoir effectivement, mais la récompense va maintenant à des gens qui sont vivants, qui sont notamment présents. Il y a eu quelques pilotes du Cal Fire qui ont été récompensés parce que, par exemple, le dernier en date, c'est lui qui avait imaginé ce qu'on appelle le FTA, le Fire Traffic Area, c'est-à-dire comment est structurée la zone aéronautique autour du feu en niveau et en volume, de façon à ce que les avions qui interviennent sur le feu n'aient pas de trajectoire en conflit. Parce que le risque, quand vous avez beaucoup d'avions dans un même espace, c'est que les collisions en vol. Et donc, c'est un pilote du Cal Fire, dont le nom m'échappe, qui a mis sur papier, a dit, ben voilà, au-dessus d'un feu, on fait une bulle de temps de nautique avec tel niveau, tel niveau, tel niveau. Les avions de tel niveau en attente sont là, les avions qui interviennent sont là, et tout ce qu'avion d'observation, c'est là et là. Et c'est un truc qui s'est implanté dans un premier temps au Cal Fire et qui en plus s'est étendu aux opérations fédérales et qui fait autorité. Et le gars qui a pensé ça, le pilote qui a pensé ça, non, c'était pas Jim Barnes. Jim a été récompensé pour autre chose. Euh, Ce pilote-là, c'était un des pilotes de Fortuna. Si Cyril était sur le chat, il pourrait nous donner son nom, mais il nous a fait faux bon, Cyril, visiblement. Euh, bon, voilà, bon, peu importe. En tout cas, voilà, ça récompense des gens qui ont ce genre d'initiative. Et on aimerait que oui, oui, il faudrait en décerner certains à titre posthume, et Leland Snow aurait tout à fait sa place. Bon, ben voilà, bon, pour le sujet bombardé d'eau, bon, on va arrêter là. Voilà, on a fait le tour. Quand les avions seront livrés, on verra s'ils appartiennent à la fameuse commande qui a été faite par Air Tractor Europe. On verra quand est-ce qu'ils seront livrés, quand est-ce qu'ils seront basés, mais c'est quand même une information que j'ai trouvée très intéressante. Voilà. Il est quelle heure? Il est 19h04. Eh ben, écoutez, on touche à la fin de l'émission. La semaine dernière, j'ai un des viewers, je ne sais pas s'il est là, Ben Moll ou Ben Moi, j'ai pas retenu, m'avait posé la question de savoir ce que j'avais comme information sur le Falcon 2000 bombardier d'eau. Euh, puisqu'il y a un chat actif, puisque vous êtes enfin, commencez à être un petit peu nombreux à suivre le truc. C'est Jim Cook, oui, c'est Jim Cook qui a été récompensé. Merci Franck. Euh, si vous avez envie qu'on revienne sur des sujets comme ça, par exemple le Falcon 2000 qui a été
exposé au musée, au salon du Bourget. Hem, Vous avez la moyen de me contacter donc via la rédaction d'Aérobuzz ou via mes réseaux sociaux perso, ou sur le chat pendant l'émission. Moi, je suis pas contre, répondre à des demandes particulières comme ça pour étoffer un petit peu l'émission si vous pensez que c'est pertinent. L'idée de parler du Falcon, je l'ai noté, mais les gens qui demandent dans ces cas-là, ce serait bien qu'ils soient là pour entendre la réponse ou alors pour les replays. Les replays des émissions, pour ceux qui voudraient voir ce dont on a parlé précédemment, sont sur le site Twitch, mais n'ont pas encore été répercutés sur YouTube. On est en train de chercher la meilleure, comment dire, la meilleure façon de le faire. C'est une émission un petit peu atypique par rapport à ce qui est fait sur le Jump Site. Bon, on se cherche, on continue à chercher un petit peu, à tâtonner le terrain ou à explorer des pistes. Donc aidez-nous dans ces cas-là et envoyez-nous des courriers pour nous expliquer. Quelques points, quelques rendez-vous sur Jumpseat et sur Aérobuzz pour les semaines à venir. Alors, à titre perso, il n'y aura pas de lâcher solo la semaine prochaine, le 8 décembre, pour une raison toute simple, je suis en déplacement et je suis en déplacement, vous allez rire, à Nîmes. Je suis invité par l'Amicale des Pompiers du Ciel à assister à la soirée de gala de l'Amicale sur la base de la sécurité civile. Euh, Parce que j'ai rédigé l'article historique du Pélican Info pour raconter les 60 ans de la base. Un article de 40 000 caractères quand même, mais qui est largement emprunté à l'article que j'avais fait pour le FANA il y a 10 ans sur le sujet que j'ai mis à jour. Je passerai le bonjour à tout le monde. Je sais déjà que Francis sera là. Francis était pilote de Dash 8, a pris sa retraite au mois de juillet et je ne l'ai pas revu depuis. Donc ce sera l'occasion de voir comment ça se passe pour lui. Oui, et je risque d'avoir beaucoup de monde à saluer. Tonio, Nico, on va voir si Bastien, si Goudek, Hirsute et compagnie sont là. Ouais, ça risque d'être une soirée sympa. Elle risque d'être trop courte. Voilà, donc je serai à Nîmes. Si j'ai l'occasion de filmer et de vous montrer des choses, je le filmerai. On le passera dans l'émission du 15. Voilà. Est-ce que j'ai mon passeport valide pour venir sur Nîmes? Oui, oui, j'ai un passeport valide. Dis à Francis de pédaler jusqu'à Angoulême à l'occasion. Alors oui, Francis fait beaucoup de vélo depuis qu'il est à la retraite et Angoulême, pourquoi pas? Voilà. Le jump seat de mardi midi sera, à mon avis, assez exceptionnel aussi, puisqu'on aura Gilles Roy et Frédéric Lert en plateau. Et Fred Lert, qui est notre spécialiste défense, aviation militaire et jeu de mots pourris, euh, et humour décalé. Ouais, jeu de mots pas trop, non, mais il a un humour bien à lui. Et Fred sera sur le plateau pour nous parler du F-35. Et comme il suit le dossier depuis très longtemps, qui connaît très bien ce dossier, je pense que ça va être une émission absolument passionnante pour ceux qui ont vu pour ceux qui ont vu l'émission qui portait sur les F-16 ukrainiens. Voilà, ça risque d'être un petit peu dans le même esprit et il va nous expliquer un petit peu sans phare. Sans langue de bois surtout, parce que la langue de bois, lui, connaît pas. Le F-35 aujourd'hui, ses atouts, son avenir, ses marchés, et tout ça va être très très intéressant. Le jump seat d'après, alors je crois que c'est Jérôme qui s'en occupe et qui nous prépare le sommaire. On vous donnera information sur le jump seat de mardi. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce stream. Merci à ceux qui sont intervenus sur le chat. Merci à Franck en tout cas, qui a été très très actif encore une fois. Si vous avez des idées de sujets à aborder sur lesquels vous avez des interrogations et que vous pensez qu'on peut vous apporter des compléments d'information, si vous avez des idées, des suggestions. Moi, je sais qu'il y a Antoine Pierre qui m'a fait une suggestion de faire un tour dans ma bibliothèque et maintenant avec la webcam, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Prendre un rayon, regarder ce qu'il y a dedans et commenter les bouquins qu'on peut en sortir. Ça, c'est un exercice qui peut être amusant. Donc avec la webcam, ce ne sera pas très difficile de faire des choses un petit peu plus mobiles. Voilà, donc on est preneur de toutes vos idées et puis on va tenter des trucs. On se revoit dans 15 jours. Merci à Fab Morlon qui est passé nous voir. Merci à B777 Juju. Merci à tous. Et puis dans 15 jours avec sans doute un petit peu de bombardé d'eau vu que je serai allé à Nîmes. Donc on vous tiendra au courant. À très bientôt. En tout cas, merci de votre fidélité et on espère vous revoir très bientôt dans 15 jours. À bientôt.